Bonjour les amis, c'est Anne Guéquier. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce le lancement d'Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Objectif Métamorphose, c'est un bouquet de programmes de coaching audio dédiés au mieux-être pour vous qui souhaitez aller encore plus loin dans votre métamorphose. Qu'il s'agisse de santé naturelle, de relations ou de psychologie, chaque programme de coaching est mené par un expert choisi avec soin et a été conçu pour être court et transformateur. En 7 modules audio d'une dizaine de minutes chacun, les experts vous guident de manière simple et concrète au travers d'exercices puissants et de conseils éprouvés. Christian Junot, Saverio Tomasella, Ludovic Leroux, Anthony Berthoud, Claude Parisot et Céline Tadiotto vous attendent d'ores et déjà sur Objectif Métamorphose. Vous pouvez avoir accès à tous ces programmes de coaching en illimité via un abonnement payant que nous avons voulu très abordable. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, abonnez-vous directement à partir de notre chaîne Métamorphose. Vous pouvez même essayer gratuitement pendant 3 jours tous les programmes. Et sinon, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Métamorphose et cliquez sur le bouton Rejoindre sous une de nos vidéos ou à partir de la page d'accueil. J'ai vraiment hâte que vous découvriez les formidables programmes de coaching que nous vous avons préparés. À bientôt. Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Cola Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformation profonde grâce à la méditation, sous forme de témoignages et en abordant des récits de destin exceptionnels, de vie passée à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces 3 témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en 2 parties tous les vendredis pendant 6 semaines dans Métamorphose. Alors avec Cola, plongez dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Donc très vite, je me suis dit, évidemment là j'ai une maison spirituelle. J'avais une certitude qu'en fait, grâce à ça, si je mourais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là dans cette vie était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce 3e épisode de la première saison, nous allons rencontrer Marion. Son histoire, c'est celle d'une enfant sauvage dotée d'une grande soif d'aventure et d'aventure intérieure. À l'âge où moi, je découvre la Smirnoff Ice. Marion, elle, a d'autres centres d'intérêt. Encore adolescente, son attrait pour le subtil et la dimension cachée de l'existence va rapidement la conduire en Inde, à Calcutta d'abord, puis à Darjeeling. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre décisive, la rencontre qui changera sa vie à jamais, celle de son maître spirituel. Pas encore la vingtaine, c'est sur ces contreforts de l'Himalaya qu'elle va développer une pratique de méditation qui va irriguer toute sa vie. Vous allez voir, comme d'habitude, ce n'est pas un chemin tout tracé et linéaire, mais un chemin fait d'embardées, de retours en arrière et d'inattendus. Au gré de multiples péripéties, elle se rapprochera peu à peu de sa voie, celle d'une existence tournée vers la nature et la protection des environnements fragiles. Mais avant ça, plongeons-nous dans cette première partie de vie, des racines des forêts du Périgord au sommet enneigé du toit du monde. Voici l'histoire de Marion. Je m'appelle Marion, j'ai habité avec mes parents dans la forêt
jusqu'à l'âge de 6 ans où je suis allée à l'école et j'ai appris le nom des arbres, des animaux. Avec mon frère, on jouait à faire des cabanes et à grimper dans les arbres, à grimper sur tout ce qui pouvait nous monter vers le ciel. Et l'école, c'était pas vraiment... c'était une petite école de campagne, donc à Abjas-sur-Bandia, puis après à Nontron, dans le fin fond de la Dordogne, dans le Périgord vert. L'enseignement n'était pas spécialement au cœur de mon intérêt et de mes préoccupations du quotidien. Et j'ai grandi plutôt à me connecter à ce qui m'entourait sur le plan de mon lien à la nature, plutôt que mon lien aux livres et à l'école. J'ai eu une enfance qui m'a amenée à avoir une intériorité très jeune, parce que j'étais seule à balader, à chercher des chemins. J'avais plein de possibles devant moi, donc c'était très ouvert. Et j'ai un sentiment de confiance, en fait, que mes parents m'ont transmis, parce que j'étais capable de devenir autonome sur les choses qui m'intéressaient. Aller camper, aller chercher loin des champignons. Je me sentais forte et je me sentais courageuse, et le lien avec les autres enfants était pas toujours évident. Ça a été l'aspect difficile dans mon enfance. Et puis il y a eu la dépression de ma mère qui m'a fait peur aussi, parce que je savais pas si je pouvais m'appuyer sur elle quand j'avais 6 ans, et je me retrouvais démunie je voulais pas rentrer à la maison en rentrant de l'école, parce que je savais pas qui allait pouvoir m'accueillir à la maison. Ça m'a un peu, je crois, mis en garde. En fait, j'ai rencontré une amie à 11 ans qui arrivait en Dordogne, elle arrivait d'Angleterre, et ses parents montaient un petit gîte, un Airbnb. Elle parlait pas français. Je me suis sentie très proche d'elle. Et il s'est avéré qu'en fait, au fil des années, elle m'a révélé son histoire de son père qui vit à Calcutta, dans les bidonvilles, qui est médecin des rues, qui monte des cliniques mobiles chaque jour pour la lèpre, pour la tuberculose. Et donc à 15 ans, on est allé à sa rencontre à Calcutta. C'était notre premier grand voyage ensemble. Et on avait failli d'ailleurs fuir, faire une fugue pour aller en Angleterre, puis après on voulait aller en Inde, pour le retrouver. Et finalement, nos parents nous ont laissés partir. Ils nous ont fait confiance. Une fois là-bas à Calcutta, ça a été la découverte la plus forte sur mon chemin, qui était la maladie, la mort, la très grande pauvreté, et puis une lumière à travers le regard d'un docteur qui prenait tout ce qui arrivait à lui sur les trottoirs, en fait, les maladies, les problèmes des uns, des autres, tout ce flot de difficultés, de souffrances, même de réfugiés qui arrivaient du Bangladesh, qui avaient nulle part où s'installer. Et j'ai vu qu'il y avait un pouvoir de connecter à l'autre, pas que par l'aide matérielle, mais aussi en apportant, quand je parle de cette lumière que je voyais dans son action, c'était un regard, en fait, un sourire, qui sécurisait les gens qui venaient à lui, qui leur donnait de la joie et qui leur donnait de l'espoir. D'ailleurs, l'association qu'il a créée s'appelle Calcutta Espoir. Donc ça a été l'élément déclencheur de mon chemin d'altruisme, où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Toute cette intensité, en fait, d'expérience fait battre mon cœur plus vite, réveille même dans ma lucidité, dans ce contact au réel, une envie d'être pleinement là, en fait, pour ça, et de pas me laisser de nouveau m'endormir dans tout ce que je connaissais du confort d'un cocon familial et éducatif qui me protégeait quelque part de ressentir cette souffrance autour de moi. Une fois que ça a été touché, il n'y avait plus de retour vraiment en arrière, de pouvoir me rendormir dans une sorte de déni de ce qui m'entourait. Après Calcutta, donc, je vais m'installer dans une école de cirque
en même temps que je fais mes dernières années de lycée jusqu'au bac, un bac scientifique. Je m'intéresse de plus en plus à la fois la psychologie, pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, mais surtout à travers une tradition orientale. Donc je cherche à travers le zen, à travers l'hindouisme, à travers le bouddhisme tibétain, toutes sortes d'enseignements qui répondent à cette soif de comprendre le fonctionnement de l'humain. Alors déjà, quand j'étais au lycée, entre 16 et 18 ans, je voulais m'entraîner à tout prix. Dans l'internat où je dormais, il y avait un lit et derrière, c'était un box en fait, avec un rideau. Et puis derrière, il y avait une petite salle de bain. Sauf que la pionne, en fait, qui passait dans les couloirs où il y avait les box, elle pouvait rentrer à tout moment dans ma chambre, dans mon box. Et je voulais me cacher pour pas qu'elle me découvre en train de méditer, parce qu'à l'époque, j'avais qu'une obsession le soir, c'était de méditer. Et je me suis cachée pendant des semaines et des mois sous le lavabo de ma petite salle de bain, comme dans une grotte, où je me sentais dans un cocon pour méditer, et je savais que personne ne pouvait me débusquer parce que sous mon lavabo, j'étais tranquille et j'étais comme dans une grotte. Je me suis rendu compte assez vite que j'allais pas pouvoir continuer mon parcours ici en Occident. Je cherchais un maître qui puisse me ramener à la source de moi-même, en fait, dans la pratique de la méditation, avant même de pouvoir me tourner vers les autres dans cette pratique de compassion et de stabiliser mon esprit. Donc j'ai trouvé ce maître dans un livre, d'abord, qui est le livre de Bokar Rinpoche, qui est Apprendre à méditer. Et il y a des étapes très claires sur comment stabiliser l'esprit avant de pouvoir après aller à l'exploration plus profonde de son fonctionnement. Et puis j'ai décidé d'aller à sa rencontre à 18 ans, dès que j'ai eu mon bac en poche, et d'aller à Darjeeling, en Inde, en même temps que j'étais à Calcutta, d'aller le rencontrer dans son monastère pour lui demander s'il serait d'accord que je m'installe avec les moines, y habiter de manière permanente. Il donnait des enseignements à côté de Darjeeling, et à la fin des 10 jours d'enseignement, il y a son maître qui est arrivé en voiture, et on l'attendait sur une allée humaine, et j'étais pile en face de lui. Et puis ça a duré un certain temps parce que la voiture n'arrivait pas. Donc on était les yeux dans les yeux pendant longtemps. Et là, j'ai senti en fait dans le miroir du regard de Bokar Rinpoche cette certitude qu'on n'était pas séparés. Son esprit n'était pas séparé du mien. Qu'il y avait une illusion de séparation parce qu'il y avait un espace entre nous avec la route qui nous séparait. Simplement, cette reconnaissance que l'esprit du maître n'était pas séparé de mon esprit. Donc ça, c'était une joie et une béatitude infinie parce que j'en avais les larmes aux yeux, j'avais un sourire béat. C'était évident que c'était le maître qui allait me conduire sur les routes de la méditation. Là, c'est ce que j'appelle la lune de miel de mon chemin spirituel, c'est la rencontre avec le maître et les premières années que j'ai passées, 3 ans et demi, dans son monastère, où donc de 18 à 22 ans, je le vois très régulièrement et j'ai cette dévotion dans tout mon corps, mon cœur surtout, qui est dans une ouverture au quotidien, de vastes espace intérieur qui m'était accessible du fait d'être en contact avec un maître qui a médité tellement d'années et qui depuis son enfance excelle, et a appris à maîtriser complètement l'art de méditer. C'est sa présence au monastère et le fait de faire les rituels dans le temple très régulièrement avec les moines et avec lui dans le bouddhisme tibétain, du Vajrayana, qui m'a permis de me baigner dans un environnement spirituel où forcément les qualités
de réalisation de tous ceux qui méditaient dans ce monastère était tellement palpable, tangible dans même les choses du quotidien, de leur manière de se déplacer, leur manière de sourire, leur manière de prendre leur bol à la main, de boire. Et c'était une tranquillité intérieure que je ressentais sans effort. Donc très vite, je me suis dit, évidemment, là, j'ai une maison spirituelle qui pourra toujours m'accueillir, et ce sentiment de sécurité, de me sentir entourée de personnes sur un chemin spirituel, des personnes très avancées et qui pouvaient me guider. J'avais une certitude qu'en fait, grâce à ça, si je mourais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là dans cette vie était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment. La dévotion pour les maîtres est plus forte que tout, et j'envisage de devenir nonne pour pouvoir être complètement dédiée à mon chemin spirituel. J'en parle à mes parents. J'avais déjà rasé mes cheveux et j'ai porté des habits d'une grande simplicité parce que j'étais à Calcutta et j'étais dans les bidonvilles, donc je me préoccupais pas du tout de mon apparence physique sur le plan de vouloir plaire ou séduire qui que ce soit. Donc j'ai pas avec des vœux de moine, de nonne. Simplement, j'avais déjà un mode de vie qui clairement annonçait que cette période de ma vie était dédiée entièrement au chemin spirituel. Et mes liens avec mes amis qui étaient avec moi à Calcutta ou avec ceux qui étaient restés en France, finalement dans mon désir de radicalité deviennent plus un obstacle ou une difficulté que j'arrive pas à concilier à ce moment-là avec mon envie de suivre un chemin spirituel. Donc je décide finalement d'avoir une vie solitaire. Ma famille, elle, ça posait aucun problème de leur expliquer pourquoi je faisais ce choix. Ils ont tout de suite très bien compris. Mes amis, ça les intéressait pas plus que ça, je crois, de comprendre ma transformation à ce moment-là. Finalement, la distance s'est créée sans que j'ai eu besoin de me justifier. Et là, j'ai entamé effectivement une vie solitaire qui a duré un certain temps, même après, sur des dizaines d'années. J'habite dans un monastère de moines tibétains qui viennent des quatre coins de l'Himalaya, notamment aussi du Tibet. Bokar Rinpoche, lui, est un nomade qui vient du Tibet, qui s'est enfui en 1959. Je suis plutôt en contact avec les moines qui, eux, partagent leur repas ensemble et font les rituels ensemble. Donc j'ai peu de contacts, on va dire, directs avec eux, à part les rituels et les repas, parce que c'est pas du tout adapté que je devienne amie ou que je fasse des matchs de football avec eux. Et puis j'ai tout de suite ce respect quand même des règles monastiques où si je peux rester, c'est grâce à ma discrétion, ma compréhension en tant que femme, je suis potentiellement un objet de distraction pour eux. Et donc je maintiens une distance qui est la distance juste pour que je puisse continuer à vivre dans le monastère, mais tout en n'étant pas un objet de distraction. Alors les moines du monastère à Mirik, ils comprenaient probablement pas ma démarche. Ça les intéressait que moyennement, je crois, de lier des liens avec moi. Ils s'amusaient beaucoup de me voir suivre les textes en tibétain, donc des rituels, des très longs rituels qui duraient parfois jusqu'à 10 jours, du matin au soir. Et je m'obstinais à vouloir y être tout le temps. Donc j'étais parmi eux, comme si je me sentais appartenir à ce groupe et être complètement comme eux. Sauf qu'effectivement, pour eux, ça devait être très amusant parce que c'était évident que le décalage était énorme. Une femme blanche au milieu de moines pendant un rituel. Donc au bout de 3 ans et demi de vie au monastère, il y a Bokar Rinpoche qui m'envoie aller vivre dans un couvent de nonnes tibétain. Et là, je deviens très amie avec une nonne qui veut devenir ermite. Et on va chercher des grottes ensemble dans l'Himalaya. Finalement, on trouve une grotte pour elle. Elle s'y installe. Et puis, je me dis, ah tiens, c'est une voix qui m'appelle aussi.
J'aimerais beaucoup pouvoir découvrir cette vie en dehors des monastères où finalement je suis dans la nature, reliée plus à la vie sauvage et puis je me débrouille pour trouver la nourriture comme je peux. Mais bon, ça s'est pas fait à ce moment-là. Finalement, je retourne au monastère. Je n'avais pas encore trouvé ma grotte. Et là, tout d'un coup, j'ai comme une sorte de crise intérieure. Je ne veux plus entendre parler du maître, du bouddhisme, de l'enseignement. C'est un enseignement sur l'impermanence en fait, qui m'a fait complètement disjoncter. J'ai compris qu'en fait, tout ce que je m'étais construit sur le mode de vie au monastère, avec mon petit rôle d'être là parmi les moines, de servir de traductrice s'il y avait des groupes d'étrangers qui venaient rencontrer Bokar Rinpoché pour des enseignements sur la méditation. Donc je m'étais fabriqué un petit personnage qui collait bien avec mon environnement. Sauf qu'en fait, j'étais tellement devenue ce personnage qu'il y avait l'impossibilité de le voir s'effondrer. Et quand j'ai vu qu'en fait l'enseignement sur l'impermanence me pointait, c'est le fait que c'était faux en fait de me croire permanente, figée dans ce personnage. Et là, j'ai vraiment pas du tout aimé cette réalisation. Donc j'ai claqué la porte et je suis partie sur une plage en Thaïlande. Donc je pars sans dire rien à personne avec mon sac à dos. Comme j'avais pas tellement d'affaires, de toute façon, j'ai simplement laissé tout ce que j'avais au monastère et j'avais quasiment rien. Donc je suis juste partie avec mon sac à dos et j'étais très très en colère. J'ai trouvé une Jeep qui m'a redescendue du haut des collines où on était pour la retraite vers la gare la plus proche. Je suis partie à Calcutta. J'ai pris le premier billet d'avion qui partait de Calcutta. Je me suis retrouvée à Bangkok. Bangkok, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée dans un van qui m'amenait sur la côte avec d'autres filles complètement paumées aussi, qui faisaient du yoga toute la journée sur la plage, qui mangeaient des ananas, on buvait de l'eau et on mangeait des ananas toute la journée. Puis on se baignait, il n'y avait pas de maison, on était juste sur la plage pendant une semaine. Les filles, elles étaient en maillot de bain, hyper à l'aise, à savoir même se tenir sur une serviette ou un paréo et puis être comme des filles à la plage, quoi. À l'époque, j'étais toute blanche parce que je pouvais évidemment pas découvrir aucune partie de mon corps pour pas gêner qui que ce soit. Et donc, elle se demandait vraiment pourquoi j'étais pas bronzée et pourquoi je connaissais rien à la vie sur la plage. J'avais même pas de crème. Donc, du coup, je me suis complètement cramée. Puis, j'étais un peu recroquevillée sur moi-même, en fait, pour me protéger de tout ce soleil. On dormait sur la plage, on nageait avec les poissons. Et là, ma colère s'est complètement apaisée et j'ai retrouvé mon corps en fait. J'ai retrouvé les sensations dans mon corps par le contact avec l'eau, avec le soleil, avec le fait de manger des choses sucrées, juteuses, l'ananas, Et puis, d'être avec des filles de mon âge qui cherchaient aussi leur voie, mais sans vraiment du tout se prendre la tête. On n'avait pas de chemin spirituel, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de maître, on n'avait rien. Enfin, c'était la liberté sur la plage, quoi. Je pense que je m'étais mis une pression de vivre dans un environnement aussi qui n'était pas forcément celui dans lequel... à la base, j'étais faite pour dans un monastère d'hommes avec des moines tibétains. Peut-être que la radicalité avec laquelle j'étais partie a créé une sorte de tension dans mon corps où il fallait juste que je relâche la soupape. J'avais l'impression d'avoir été leurrée, en fait, d'avoir été trompée, comme si je m'étais enfermée dans quelque chose qui me voulait du bien, mais qui, en fait, en me voulant du bien, je m'étais construite une prison dans laquelle j'arrivais pas à sortir autrement que par cette sortie violente de tout faire exploser. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et après cette parenthèse ensoleillée à prendre des coups de soleil et à nager dans l'eau turquoise, il est temps pour Marion de rentrer en France, car une surprise l'attend, une surprise qui va la mener vers de nouveaux territoires éloignés. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce témoignage la semaine prochaine.
Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Ce podcast est diffusé sur l'application de méditation Mind si ça vous intéresse, sur Métamorphose et ainsi que sur la chaîne de Looping où vous trouverez aussi des épisodes bonus. Merci d'avoir écouté Looping, on se retrouve donc dès vendredi prochain pour la suite de l'histoire de Marion. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui bronze à la plage, proposez-lui d'étaler un peu de crème solaire sur ses épaules avant qu'elle ne rougisse trop. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.